Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Najat Vallaud-Belkacem dans La Série. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir dans ton bureau situé dans le cœur historique de Paris. Merci. Najat, qui es-tu vraiment ? Je suis la mère de 2 adolescents. Je crois que c'est ce qui me caractérise le plus en ce moment. Je dis ça parce que c'était la journée du brevet, tout simplement, aujourd'hui. Et donc, voilà, se lever le matin, se dire « Ah, mais finalement, il faut y être 45 minutes à l'avance, mais juste, tu me l'avais pas dit, etc. » Toutes ces choses-là. Mais sinon, je suis une femme communément connue plutôt pour son engagement politique. Et puis, ce que je fais aujourd'hui, eh bien, je dirige une ONG de solidarité internationale et je préside une grande structure qui s'appelle France Terre d'Asile, qui s'occupe des réfugiés, des demandeurs d'asile. Najat, face au miroir que je te montre, que vois-tu dans ce miroir ? Je vois une encore jeune femme, mais très fatiguée, cernée, qui a besoin de vacances, je crois, qui a besoin de se reconnecter à la nature, d'arrêter un petit peu de courir, mais en même temps qui est pas malheureuse. Que dirait aujourd'hui justement Najat Vallaud-Belkacem à l'enfant que tu étais ? Et confiance. Mais encore. Et confiance. Au fond, je lui dirais la même chose que ma mère me disait. Ma mère me disait souvent la vie a plus d'imagination que toi. J'aime beaucoup cette phrase. Je l'ai reprise d'ailleurs comme titre d'un livre autobiographique que j'ai écrit il y a quelques années. Mais ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire ne te morfonds pas si un jour tu te confrontes à un échec, à une porte qui se ferme. C'est pas très grave parce que la vie te fournira d'autres occasions, d'autres opportunités. Et ça veut dire et confiance en toi, et confiance dans la vie. C'est ça que je dirais à cet enfant. Et quel souvenir heureux gardes-tu de ton enfance ? Alors, de ma prime enfance, ça me renvoie forcément vers le Maroc, parce que même si je l'ai quitté à l'âge de 4 ans et demi, du coup, les souvenirs restent gravés. Je dirais que c'est les moments passés un peu dans le crépuscule, le soir tombant, avec mon grand-père, sur une espèce de banc de pierre devant la maison. Voilà, c'était des moments un peu privilégiés. Mais après, j'ai gardé plein de souvenirs heureux de mon enfance. Je dirais que ce qui m'a été le plus précieux, c'est le fait d'appartenir à une fratrie de 7. Je suis la 2e, 5 filles et 2 garçons en tout. Et je pense que ça a été un bonheur. Enfin bon, je veux dire, chaque famille après a ses particularismes, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est une histoire de famille nombreuse qui apprécie de l'être. Et à quoi rêvais-tu lorsque tu étais adolescente ? Quand j'étais adolescente, je rêvais d'être écrivaine dans une maison au bord de l'eau avec une machine à écrire. J'imaginais bien, j'entendais le bruit des touches, pas un ordinateur, c'est beaucoup moins chic. Non, vraiment une machine à écrire. Et donc finalement, je rêvais de solitude, ce qui est très curieux. Parce que, bon, évidemment, je rêvais aussi de littérature, mais derrière ça, cette solitude, je suis surprise de voir qu'elle m'est fascinée, parce que l'adulte que je suis n'aime pas du tout la solitude. Et pourquoi, justement, aujourd'hui, l'adulte que tu es n'aime pas la solitude ? Peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que j'ai eu dans ma vie, finalement, à rencontrer tellement de gens intéressants, à trouver tellement de curiosité et de créativité dans des connexions non imaginées d'office, que maintenant, je me dis, mais non, la solitude, enfin, c'est un peu du temps perdu par rapport à la possibilité, au contraire, de rencontrer, de s'ouvrir, de faire des expériences inouïes, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis très sociable maintenant. Maintenant, pourquoi tu n'étais pas sociable lorsque tu étais plus petite ? J'étais très timide. Je pense que la politique, pour le coup, parce que tu sais, moi j'ai commencé à faire de la politique à partir de, je devais avoir 22, 23 ans à peu près. Ça m'a vraiment sorti de ma timidité, de ma réserve naturelle, et ça, non pas que ça m'ait changé, on change jamais vraiment comme tu le sais, mais ça a quand même transformé mon appréhension du monde et du coup la façon aussi dont le monde m'appréhende moi, parce que finalement quand tu te mets à faire de la politique, t'es bien tenu d'aller vers
les gens, de leur parler, même si tu les connais pas, de te prendre des vents, évidemment, ou à contrario, de te prendre aussi des compliments. Mais tu sais, quand t'es réservé et timide, même les compliments te mettent super mal à l'aise. Hein. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que maintenant que j'y réfléchis, même maintenant, avec toute la carapace qui est la mienne, etc., je me rends compte que je suis beaucoup plus mal à l'aise quand on me fait un compliment que quand on me... Pourquoi Car tu doutes peut-être du compliment que l'on te fait. Alors, il y a évidemment de ça. Mais même quand je n'en doute pas, quand il est complètement authentique, j'ai l'impression que c'est un tel don. Tu sais, le compliment, c'est un tel don qu'il est presque trop lourd à porter. Tu sais. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais te donner en échange de ça? C'est compliqué que l'on te dise, par exemple, Najat, je t'aime. Quand les gens te croisent dans la rue et puis aiment la femme publique que tu es et peuvent l'aimer sincèrement par ailleurs. Alors, il l'exprime rarement comme ça, honnêtement. Tu sais, on n'est pas comme dans des concerts de rockstar avec Patrick, je t'aime. Non, avec les politiques, c'est... Non, par contre, ce qu'ils vont te dire, quand ils te disent des choses... gentilles, ce qui est honnêtement assez fréquent, mais ils vont plutôt te dire merci, ils vont te dire continuez à vous battre, portez notre voix, des choses comme ça. Donc on est moins dans le registre amoureux. De quoi es-tu le plus fier dans ta vie personnelle? Alors je suis très sévère envers moi-même, donc tu sais que j'ai un mal fou à répondre à cette question. Mais c'est quoi ton problème? Non mais je te jure, c'est horrible. Mais ça vient d'où? Je sais pas, mais c'est vrai que je suis... C'est drôle, en fait, moi, je suis vraiment mon principal ennemi, en réalité, quand je réfléchis bien. C'est pour ça, mais du coup, ça a un avantage d'être son principal ennemi. Tu sais, c'est quoi? C'est que du coup, les autres, ceux qui se voudraient être ton pire cauchemar et tout ça, ils ne sont que peu de choses à tes yeux, parce qu'en fait, tu sais qu'il y a bien pire envers toi-même, c'est toi. Ouais. Mais d'où ça vient? Mais tu le sais très bien, Najat. Non, je sais. Les yeux dans les yeux, Najat. Entre nous, les yeux dans les yeux, je pense qu'il y a un côté féminin, déjà. Je pense qu'on a un petit sujet, nous autres, les filles, vraiment. Tu sais, le fameux complexe de l'imposteur, le manque de confiance en soi et tout ça. Donc, on voit bien à cette aune-là qu'il y a quelque chose de culturel dans l'éducation et tout ça. Spontanément, je suis très bienveillante. En réalité, on se connaît depuis quelques années. Je pense que je peux le confirmer. Oui. Je suis pas en train de me lancer des fleurs. Non, mais je le confirme. Je te dirai ce qui va pas. Il y a des choses qui vont pas, mais ça, je le note, donc, je le valide. Avec les gens, je suis bienveillante, mais étrangement, comme je ne me regarde pas comme les gens, je suis à l'intérieur de moi, et je n'ai pas du tout le même rapport, et donc je suis le contraire de bienveillante. Najat. Mais bon, je suis quand même fière de certaines choses. Hein. Quoi, par exemple? Globalement, je suis fière d'avoir rendu les miens fiers. Je suis fière d'avoir, politiquement parlant, d'avoir défendu des causes qui me tenaient à cœur et sans jamais dévier. Je suis fière d'avoir vraiment été droite dans mes engagements politiques et même dans mes engagements d'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait... une feuille de papier à cigarette entre ma défense de l'intérêt général et du bien commun quand j'étais une femme politique et ce que je fais aujourd'hui. Donc, cohérence. Najat, faut-il être un peu maso en 2023 pour avoir encore l'envie de faire de la politique ou d'occuper des responsabilités? J'ai envie de te dire, il y a un côté maso de manière générale à être un personnage public. Et ça va bien au-delà de la politique. C'est-à-dire moi, je constate que vraiment en 2023, être un personnage public, c'est finalement prendre le risque ou accepter de subir un déferlement de violence quotidien qui me fascine. Enfin, je veux dire, qui me dégoûte, en fait, mais qui me fascine. L'ampleur de cette violence me fascine. Parce que, en fait, pour ceux d'entre vous qui êtes un peu jeunes parmi les auditeurs, vous le savez peut-être pas, vous avez pas vécu ça, mais honnêtement, il y a 15 ans, c'était pas comme ça, quoi. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu étais un personnage public qu'on passait son temps à te pourrir en permanence, à t'adresser des crachats, parce que, en fait, les réseaux sociaux, etc., c'est quand même des crachats au quotidien, tout le temps. Et donc, je me dis qu'aujourd'hui, être une personnalité publique, c'est particulièrement vrai pour les politiques, mais c'est vrai aussi pour les journalistes, c'est vrai pour les activistes. Regardez le nombre d'activistes qui finissent par faire des burn-out, etc., parce que c'est trop dur, quoi, de militer et de s'en prendre à ce point plein la tête. Donc voilà, mais une fois qu'on a dit ça, ça veut pas dire cesser d'être des personnalités publiques ou de vous engager. Au contraire, ça veut dire... Vous voulez pas qu'on se mette autour d'une table ensemble, là, genre de bonne volonté, et qu'on se dise faut changer les règles du jeu? En fait, c'est insupportable, c'est pas normal. Es-tu plus heureuse aujourd'hui en étant moins exposée médiatiquement? Ah oui, évidemment. Enfin, je veux dire, je sais pas si le bon terme c'est heureux ou le bonheur, c'est
plus de quiétude. La quiétude, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que ton cerveau fasse pas des nœuds, que ton bide fasse pas des nœuds toute la journée, quoi. Ça détend. Najat, quel regard portes-tu sur la France d'aujourd'hui ? Trop polarisée à mon goût, beaucoup trop polarisée. J'ai l'impression qu'elle est fragmentée. Quelqu'un a dit archipélisée. Archipélisée dans le sens où les gens vivent dans des bulles et ne font même plus l'effort d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des autres ou de les fréquenter. Il y a une espèce de facilité à qui se ressemble s'assemble et puis voilà. Et en fait, c'est terrible parce que ça fait perdre en opportunité, en créativité, en richesse de vie à tout le monde. Voilà, donc en fait, je trouve ça un peu triste. Je pense qu'il faut vraiment se relancer dans un autre discours, dans un autre climat, parce que le discours, il n'est pas que politique. Le climat, c'est aussi celui qu'installent les médias. Et les médias, aujourd'hui, on le voit avec l'exemple du JDD, avec la concentration des médias, avec l'idéologisation des médias, malheureusement, conforte nos travers plus qu'il ne nous ouvre vraiment. Et que dit justement notre actualité sur notre société ? D'une certaine façon, la France est en train de suivre le cours du monde aussi. C'est pas que la France. Donc en fait, notre actualité, c'est un monde qui doute de soi, qui doute de sa capacité non seulement à régler ses problèmes, et bon voilà, j'en évoquais quelques-uns tout à l'heure, de grands problèmes, la lutte contre le changement climatique, la pauvreté qui perdure, la guerre, etc. Donc un monde qui doute de sa capacité à régler le moindre de ses problèmes, mais qui, en plus, est même dans la fatalité quant aux autres problèmes futurs à venir. Par exemple, je suis fascinée de voir la façon dont on regarde l'intelligence artificielle, en ayant ce sentiment qu'en fait, de toute façon, on ne pourra rien arrêter. Donc s'il y a de la fatalité partout, si on ne peut plus se poser les bonnes questions, réfléchir 2 secondes, voir comment on légifère, lutter contre le harcèlement sur les réseaux sociaux et tout ça, si on peut plus rien faire, eh bien, ça donne quoi ? Ça donne un monde qui se donne très facilement au populisme, en réalité, aux idées populistes, et la France est en train de passer par là. Najat, place à la jeunesse. Je te présente Adam, un jeune étudiant parisien de 21 ans, Hello. qui souhaite te poser une question. Adam, sois le bienvenu au micro de la série, et nous écoutons avec beaucoup d'attention ta question. Bonjour Madame la Ministre, c'est pour moi un honneur de vous rencontrer aujourd'hui en compagnie de notre cher Laurent. Je suis Adam, un jeune Français, originaire d'Algérie, et j'aimerais connaître les conseils que vous pouvez donner aux jeunes étudiants d'origine maghrébine. Vous qui avez été ministre de l'Éducation nationale, et selon vous, quelles sont les clés nécessaires à leur réussite scolaire et comment lutter contre toute forme de rejet dans le milieu scolaire ? Bonjour Adam, merci beaucoup pour ta présence et puis ton interrogation. Tu es en quelle classe ? Alors moi j'ai fini mon bac et j'ai pris 2 années sabbatiques pour me retrouver. Et l'année prochaine, je commence des études dans le marketing digital. D'accord. Eh bien, écoute, le premier conseil que je donnerais d'abord, c'est de pas hésiter à se chercher en fait. Et ça correspond finalement pas mal à ce que tu viens de décrire de toi. Souvent, on a le sentiment, et c'est vrai du système scolaire universitaire comme des parents eux-mêmes, qu'il faut absolument que les études supérieures soient faites le plus rapidement possible. C'est très important de sortir à l'âge de 22 ans ou que sais-je, de 23 ans de l'enseignement supérieur. Mais en réalité, il n'y a pas de raison particulière pour que ça aille aussi vite que cela. On connaît un certain nombre de pays, notamment du nord de l'Europe, dans lesquels la scolarité est organisée de telle sorte que les étudiants font leur première ou leur deuxième année, puis ensuite prennent des années sabbatiques, vont voyager, etc. Et ils sortent donc plus tard de leurs études. Et en fait, c'est pas très grave. Je pense que le monde dans lequel on est plongé, de toute façon, il est tellement difficile à lire par rapport à ce qu'était le monde de nos parents. Vraiment, on ne sait pas quels seront les métiers qui existeront. Voilà, on ne sait pas où on va, en fait. Que tâtonner, c'est pas un gros mot. Donc, le conseil que je donnerais, c'est dans la mesure du possible, une fois que vous avez votre bac, évidemment, si vous avez envie de vous mettre à travailler tout de suite, faites-le. Mais ceux qui n'ont pas cette intention, faites-vous un bain de culture clairement en allant dans l'enseignement supérieur. Prenez le temps de découvrir. Si vous voyez que vous vous êtes trompé dans votre premier choix, changez-en. Ce sera jamais perdu tout ça. Et
voilà, croyez en vous. Merci beaucoup. Merci Adam pour Merci, Adam. cette question. Et moi, je vais prolonger ta question et je vais te demander d'une façon très cash, effectivement, aujourd'hui en 2023, selon toi, c'est plus difficile d'être un jeune d'origine maghrébine? Force est de constater malheureusement que les discriminations continuent d'exister. Tous les chiffres te le démontreront. Moi, ce que je constate aussi, c'est que à force d'avoir laissé s'installer un certain nombre de discriminations, voire de ségrégation territoriale, etc., il y a des formes de communautés qui se sont créées. Et donc, à certains égards, au sein de ces communautés, quand elles existent, dans certains quartiers, etc., les jeunes gens ont peut-être le sentiment d'être plus puissants, en fait. Je te compare ça par rapport aux années 80, on va dire, où c'était un peu moins le cas. Et donc, l'expérience de la discrimination, tu la faisais un peu en individuel. C'était une expérience perso. Et là, on a le sentiment que par réaction à ces discriminations persistantes, il y a une forme de communautés, de multiplicité de communautés qui sont là et qui donnent une forme de puissance aux individus. Je te décris ça non pas pour te dire que c'est trop, c'est chouette et c'est très bien. Non, pas du tout. Pour te dire que, en fait, du coup, on va se retrouver dans une espèce de choc, là encore, de micro-sociétés qui n'auront plus se parler, tout ça, chacune se jaugeant, se regardant avec hostilité parce que ne se comprenant pas l'une l'autre, et que je trouve ça au contraire très grave. Donc, lutter contre les discriminations, c'est plus très à la mode dans les discours politiques, comme tu le sais, plus personne n'en parle, mais ça reste absolument indispensable. Et pourquoi justement plus personne n'en parle? Je sais pas, on est dans on est dans cette période trouble que je te décrivais tout à l'heure, populiste. Aujourd'hui, quand on parle grosso modo de gens avec des origines étrangères ou venant d'ailleurs, c'est essentiellement pour parler on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je mets des guillemets, là on ne l'entend pas, mais c'est essentiellement pour parler des questions d'intégrisme religieux. En fait, c'est toujours sous l'angle de « oh mon Dieu, ça fait peur, c'est beaucoup, on est submergé, etc. » Donc de là à trouver 2% de sa bande passante pour aller réfléchir au fait, et nos enfants sur le territoire, on les traite bien ou pas? Non. les observateurs et les polémistes habituels sur les plateaux télé, franchement, n'ont pas de bande passante à y consacrer. C'est très triste. Et du coup, comme les politiques suivent souvent ces observateurs et ces polémistes, eux non plus, ils oublient. Enfin, ils en parlent plus trop. Najat, tout autre chose, nous allons parler de télévision. Najat Vallaud-Belkacem, chroniqueuse à la télé ou à la radio. C'est un grand oui bientôt ou c'est un grand non jamais? Je ne veux pas être une commentatrice de l'actualité quotidienne. En plus, tu vois comment est faite l'actualité quotidienne. Moi, j'adorerais honnêtement contribuer à une émission qui analyse à froid ce qui se passe dans notre société, y compris dans notre actualité, mais à froid. Mais par contre, tout ce qui est un peu à chaud, où tu dois commenter les chats écrasés en même temps que la dernière attaque de Poutine, je trouve ça un peu compliqué. En plus, tu sais, dans ce monde où tu es censé être un toutologue, un spécialiste de tout, je trouve que c'est tellement pas sérieux tout ça. Donc voilà. Si justement un patron de chaîne te proposait d'inventer un concept d'émission, donc cette fois-ci dans la peau d'une animatrice, quelle serait l'idée de cette émission? Alors, figure-toi que j'y travaille en ce moment et du coup, je vais pas la dévoiler ici. Donne quelques éléments. Non, mais en tout cas, si je devais moi-même créer un exercice comme celui-là, on y parlerait pas seulement de la France, mais du monde. On y prendrait le temps d'éclairer véritablement les téléspectateurs. On ne renoncerait pas à s'adresser à l'intelligence des téléspectateurs. C'est déjà un projet qui est très avancé, Najat. C'est déjà un projet qui est très avancé. Pourquoi tu dis ça? Je te pose une question. Moi, c'est la réponse qui m'intéresse. Bon, en tout cas, c'est clair. C'est déjà en négociation avec certaines chaînes. Non, mais en tout cas, ce que je peux te dire avec certitude, c'est que je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la télévision, c'est le passé, que maintenant tout se passe sur Internet. J'y ai jamais cru. Je pense que la télévision, c'est comme la radio. Il y a un public pour la télévision. C'est quelque chose d'absolument majeur, que ça continue à être finalement, le point commun, on va dire, entre des foyers qui, sinon, si tu les renvoies tous vers les plateformes ou vers les réseaux sociaux, n'auront plus de sujet de conversation commun. Donc, je pense que c'est là qu'il faut faire bouger les choses. On se donne rendez-vous en 2024 sur une chaîne de la télé. Which one? Ok, d'accord, c'est noté. Najat, je connais depuis Lyon une de tes passions, la chanson. Donc Najat, chanteuse avec ses propres chansons, c'est prévu aussi pour quand?
Mais j'adorerais, mais tu vois, mais vas-y. Mais non, mais à un moment donné, le problème, c'est qu'il faut aussi reconnaître ses lacunes. Mais pourtant, tu chantes très bien. Non, je chante pas très bien. Non, je t'assure. Tout le monde peut chanter juste. Prends quelques cours, tu vas t'apercevoir que les résultats vont être impressionnants. Non, mais c'est un désir que tu as depuis toujours, depuis que tu es petite fille. Non, mais je te le confirme. Je le sais. Mais bien sûr. Tu vois, franchement, comme j'ai raté ma vie, en fait, j'aurais dû faire écrivaine, chanteuse. Tu es une chanteuse contrariée? Non, mais la vérité. Bien sûr. Non, mais je suis une chanteuse contrariée d'abord par son manque de talent, soyons clairs. Mais ou de ensuite, courage. Ou de courage. Mais ensuite, aussi par l'absence d'opportunités. Tu n'as pas su taper aux portes? Ou tu n'oses pas taper aux portes, toi qui es si timide? Non, mais en fait, tu sais, tu vois ces politiciens, entre guillemets, qui, avant de se présenter à une élection, attendent qu'on vienne les voir en les suppliant. Oui, à la demande pressante de mes amis, j'ai accepté de me porter candidat. Eh bien, moi, j'attends qu'on vienne me supplier de sortir un album et peut-être je le sortirai. Eh ben, c'est super, le message est passé. Je te ferai remonter les propositions et je prendrai 8%. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Tu peux prendre plus, honnêtement. C'est vrai? Bon, allez, je prends la totalité. Et as-tu d'autres projets d'écriture de chansons pour des artistes connus? Ah, j'en ai eu un. Lequel? Ah non, alors Nadja, tu vas pas me dire à chaque fois j'ai quelque chose, mais je peux pas vous en dire plus. Non, j'en ai eu un, mais malheureusement ça. C'était lequel? Non, mais c'est bien parce que je vais faire remonter l'information et je vais mettre un coup de pression. C'était qui? Non, mais. T'es obligé de répondre. Bah, je te lâche pas, hein, je te dis tout de suite. Hein. Oh, bah, ça, c'est quand même mignon. Bah. Non, mais c'est une histoire triste en plus. Mais raconte-la ton histoire. Une chanson, c'est une histoire. Raconte-nous l'histoire de cette chanson qui n'a pas abouti. Bon, non, mais ça, c'est. En fait, il y a quelque chose de gênant parce que c'est. Voilà. Parce que la personne a disparu, de fait. C'était qui? C'était Jacques Higelin. Voilà. C'était pas n'importe qui. Tu lui avais écrit une chanson. Higelin, avec lequel, dont j'avais fait la connaissance, avec lequel je m'étais très bien entendue, etc. Et qui connaissait en effet mon appétence pour l'écriture et qui un jour m'a passé un morceau de musique en me disant bah vas-y, je te fais confiance, écris-moi quelque chose. Et en fait, je lui ai écrit quelque chose, mais il est parti juste après. Tu te rends compte à quel point on est sur l'acte manqué, mais vraiment. Pour la chanson. Terrible. Là, on est mal engagé. Hein. Mais du coup, j'en profite pour dire que c'est quelqu'un que j'adorais et que voilà, il nous manque énormément. Sa fille a beaucoup de talent. Tu la connais pas? Bah peut-être qu'il faudrait lui proposer à sa fille cette chanson que tu avais écrite pour le papa. Qui sait de quoi la vie est faite. Quelle est la question que l'on te pose jamais et à laquelle tu aimerais répondre? Je pense que, enfin, je sais pas, moi, quel est le dernier livre que tu as lu? Tu vois, des choses comme ça qui font un peu partie de la... Mais tu rigoles, mais c'est des questions qu'on te pose très rarement, non? Najat, quel est le livre qui t'a le plus bouleversé? Le Chardonneret, ça, c'est un livre qui m'a absolument bouleversée. Non, je te raconte rapidement, plus c'est triste, mais en fait, il m'a bouleversée parce que c'est l'histoire d'un ado comme ça, qui un jour se prend, genre, je sais plus, une exclusion, quelque chose comme ça dans son collège. Et sa mère est convoquée, donc il vit seul avec sa mère. Et le jour où ils vont pour répondre à la convocation au collège de sa mère, comme ils sont en avance, ils sont dans un petit musée à côté pour faire passer le temps. Et en fait, il y a un attentat dans le musée au moment même où ils y sont. Et genre, il est absolument dévastateur, l'attentat. Sa mère meurt dans le truc. Et lui, il est vivant. Et je te raconte pas le reste parce que sinon je vais tout spoiler, mais juste ce moment où en fait il ne voit plus sa mère à côté de lui, il ne voit pas non plus son corps, donc il sait pas si elle est morte ou pas. Et donc et ce moment absolument bouleversant, c'est que sa mère, depuis sa prime enfance, lui avait dit si un jour on se perd quelque part, on est en centre-ville, on se perd. Ils avaient chacun une clé du domicile, on se retrouve directement à la maison. Et donc du coup, il se souvient de ça, et donc il va rejoindre leur appartement et il va attendre pendant des jours et des jours qu'elle vienne. Je trouve ça absolument bouleversant. Bon, et je te raconte pas la suite. Pour rester sur la littérature un instant, moi je voudrais quand même dire qu'il y a une question que je me pose depuis longtemps, c'est est-ce que Sorge Chalandon et Pierre Lemaitre, est-ce que tous les deux se connaissent et est-ce qu'ils sont amis? Mais j'aimerais bien que quelqu'un la leur pose, parce qu'en fait j'ai remarqué que ces deux auteurs me touchent exactement de la même façon, c'est-à-dire vraiment la même fibre. Et donc je me dis, mais s'ils se connaissent, ils doivent trop bien s'entendre. Et justement, dans ta future émission de télé, tu pourras leur poser la question. Ouais, je le ferai.
Tu le feras, je compte sur toi. On va continuer dans les belles histoires. Dans quelques jours, c'est le début des vacances d'été. Je vais pas te demander où tu pars, puisque tu sais même pas quand est-ce que tu pars, donc t'as encore un peu le temps. Raconte-nous ton plus beau souvenir de vacances, Nadjat. Le souvenir qui ne me quitte pas, c'est la fois où j'ai failli me noyer, figure-toi. Eh ouais. Alors, ouais. Raconte-nous, ça s'est passé comment? En Sicile. Je ne sais pas bien nager, voire je ne sais pas nager du tout. Et en fait, en Sicile, une après-midi sur une plage où on avait déjà passé pas mal de temps, et puis on s'apprête à tout replier pour rentrer, et puis c'est tellement chaud, alors je dis à ceux qui étaient avec moi, je vais faire un dernier tour dans l'eau, mais je voulais vraiment juste me mouiller. Et en fait, à ce moment-là, il y a une vague qui m'entraîne. Et en réalité, je ne me suis pas rendu compte, mais elle m'avait entraînée très très loin, à un endroit où je n'avais plus du tout pied. Et là, ça a été, c'est quand même assez particulier à vivre comme moment, parce que pour moi, ça a été la compréhension de ce que tu ne peux absolument pas lutter, en fait. Et d'ailleurs, finalement, s'agiter, c'est peut-être la pire des choses à faire, parce que du coup, tu t'épuises. Donc, à la limite, si j'avais un conseil à donner, enfin, je préférerais que vous vous référiez aux spécialistes, pas à moi, mais en tout cas, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que à la limite, il vaut mieux essayer de se mettre sur le dos et flotter et s'apaiser, plutôt que de vouloir absolument revenir, vers. Et en fait, je me suis retrouvée dans une situation à la fois tragique, c'est-à-dire oh mon Dieu, mais en fait c'est fini, je suis trop loin, je n'ai jamais réussi à revenir, c'est une évidence, donc c'est fini. Et en même temps, il y avait un côté presque comique, dans le sens où au bout d'un moment, je vois, tu vois, Alerte à Malibu. Ah mais j'adore tes références. Bah tu vois le gars. Non mais oui. Enfin il y avait aussi des filles dans Alerte à Malibu, mais il y avait aussi des gars avec des shorts rouges et tout ça. T'as attendu qu'un sauveteur avec un short rouge arrive et te sauve. Alors qui t'a sauvé? J'aurais beaucoup aimé, tu vois, raisonner comme tu viens de le faire, mais j'étais pas du tout dans cet état-là. Mais en tout cas, j'ai vu un gars courir avec son short rouge et son, je sais pas comment on appelle ça. Toi, tu dois savoir, quelque chose qu'on porte à la main pour sauver. Oui. Et donc courir et se mettre à nager. Et je me souviens m'être dit, mais en fait. Il doit être surpuissant, ce gars, il doit être super bien entraîné, etc. Mais il arrivera jamais à temps, c'est pas possible en fait. Il était trop loin. Et donc tu t'es vu partir, tu t'es vu mourir. Et on pense à quoi? Au-delà même de la panique sur le moment, on se dit ça y est, on voit sa vie défiler. On pense à sa famille, on pense à des personnes en particulier. En fait, je vais te dire, c'est totalement absurde maintenant que j'y pense, mais c'était des vacances dans lesquelles j'avais pas mes enfants avec moi. J'avais en revanche ma mère et deux de mes sœurs. Et du coup, on était ensemble à la plage. Et en fait, le truc obsessionnel pour moi, c'était de me dire, oh mon Dieu, tout ça sous les yeux de ma mère. Vraiment, c'est cauchemardesque. C'est-à-dire même le fait de le raconter, je crois que j'ai jamais raconté. Le fait de le raconter, là, j'en ai des frissons. T'as des frissons, non, mais c'est quand même. Nadjat a disparu. Tu vois que je te raconte un truc super drôle dans le côté, je t'ai dit, c'est tragédie, mais aussi comédie tragicomique. Dans le côté comique, pour le coup, c'est que quand ce gars, donc, m'extirpe, enfin voilà, je sais pas, il me prend en passant son bras sous mon ventre et il me traîne, ou je sais plus comment il a fait exactement. Bref, il me sort de l'eau. Et quand je sors de l'eau, alors que tout le monde était affolé, parce que tout le monde, tu vois, la baignade avait été arrêtée par ma faute d'une certaine façon, donc on avait dit à tout le monde sortez de l'eau, et donc tout le monde était agglutiné en train de regarder ce sauvetage, c'est ça qui s'est passé. Eh bien, je sors de l'eau. Je me mets debout, mais vraiment un peu chancelante, avec les jambes tremblantes, etc. Et tu sais quelle est la première chose que je fais? Je me retourne vers mon sauveteur et je lui tends la main en lui disant merci beaucoup. Et puis je vais voir ses collègues là qui étaient dans le coin et je leur tends tous la main. Et je me suis dit non mais t'es sérieuse, t'as un réflexe politique. Oui c'est ça, je suis en campagne, merci beaucoup, non, mais tu vois ce que je veux dire. Je me suis dit, fait mourir, tu aurais pu lui sauter au cou. C'est ça. En fait, c'est réflexe politique parce que mine de rien, ça faisait 15 ans que je faisais de la politique. Enfin, tu vois, ça s'est passé de mémoire à l'été 2017. Donc, ça faisait 15 ans vraiment que je faisais de la politique tout le temps. Eh bien, ils étaient tellement profondément installés en moi, ces réflexes politiques, que du coup, c'était ma politesse à moi. C'était du naturel. Et pourtant, t'as failli mourir. Ouais. Et ça peut paraître étrange. Et l'autre chose que j'ai vécue qui était assez curieuse, je sais pas si c'était pareil pour vous, mais
Après, je m'en vais et je marche le long de la plage. Et là, je me rends compte que les gens, ils étaient un peu agacés qu'on ait interrompu leur noyade. Et donc, Leur baignade. leur baignade. Bah oui. Les gens, ils étaient un peu agacés qu'on ait interrompu leur baignade. Donc, il y avait quand même certains regards très, très furibards contre moi sur le mode quand on sait pas nager, on va pas dans l'eau. Voilà, tu t'es fait engueuler. Et donc, depuis, l'essentiel pour toi aujourd'hui, c'est quoi? Et depuis, l'essentiel, je vais te dire, c'est de prendre soin de ceux que j'aime et puis d'être potentiellement le plus présente possible avec eux. Najat Vallaud-Belkacem, pour terminer cette discussion, je t'invite à laisser un message à toutes celles et tous ceux qui nous font le plaisir de nous accompagner. Quel est ton message? Je peux laisser un message d'amour, parce que je pense que c'est vraiment ce dont on manque là. Vraiment. Non mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Laisse-nous un message d'amour. Oh ce sera simple. C'est prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Profitez de la vie, sortez des écrans. Vraiment, je vous assure que je ne donne de leçons à personne parce que je suis la première à avoir l'écran de mon téléphone qui brûle tellement je l'utilise intensément. Mais sortez-vous de ça. Vraiment. Ça, c'est de la bienveillance. Écoutez c'est de la l'empathie. Musique. L'amour, c'est autre chose. T'as du mal à dire je t'aime? Je réserve ça à mon mari et à mes enfants, on va dire. Donc, je vais pas dire je t'aime aux auditeurs qui nous écoutent. Tu peux me le dire à moi. Mais non, je t'aime bien, toi. On a une longue histoire ensemble quand même. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Bien. Oui, moi, je t'aime tout court. Moi, je t'aime tout court. Les auditeurs le savent pas, mais nous sommes lyonnais tous les deux. Et on se connaît depuis très longtemps. Très longtemps. On s'est vu grandir et on est montés pratiquement ensemble, pas en même temps à Paris. Ouais. Absolument. Mais moi aussi, je t'aime bien. T'inquiète, je t'aime bien. Quoi qu'il en soit, Najat, porte-toi bien et sois intensément heureuse. Merci, vous aussi, toi aussi. Ciao, ciao. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier, Portez-vous bien et soyez intensément heureux.